Et du coup, passons à notre troisième joueur du jour. On va parler de Roy Hibbert, et ça nous permettra un peu de faire le duel avec PJ Tucker. Roy Hibbert, donc, cas très intéressant, effectivement, lui aussi. 7 saisons sur la décennie, mais combien sont vraiment valuables? On va en parler. 10 points de moyenne sur la décennie, 26 minutes à peine sur la décennie en cumulé, 13 000 minutes au total, 13 300, 125e total de la décennie, 511 matchs, 143e total de la décennie. Donc voilà, on n'est pas sur quelqu'un d'omniprésent non plus. 2 fois All-Star, même si tu me diras, je t'entends déjà, c'est à l'Est, effectivement. Donc ça compte comme 0,75 peut-être sélection All-Star. En 2012 et 2014. Mine de rien, une sélection All Defensive Second Team en 2014. Bon, il se trouve qu'il aurait pu être le défenseur de l'année cette année-là si ça s'était pas effondré en fin de saison. On va en reparler peut-être. Du côté de NBA Draft, à l'époque, ils disaient, la comparaison, c'était Joel Prisbilla. Voilà. Okay. Je pense qu'il a fait un peu mieux. Il a fait un peu mieux. Draft Express, le meilleur scénario possible pour eux, c'était Ilgauskas, le pivot de LeBron à Cleveland. Et le pire scénario pour eux, c'était, alors attends que je le lise bien, c'est Boniface Ndong. Ça ne te dit rien. Non plus. Ce qui est normal, puisque c'est un worst case scénario de 2008, donc c'est un joueur qui n'a pas réussi, évidemment. Pas de surnom. Pas de surnom pour Roy Hibbert. C'est quand même décevant, parce qu'il y a eu, vu la carrière de joueur, il y avait de quoi, mais... Oui, surtout je m'attendais à un truc avec Pero Antic, tu sais, je sais pas, la victime de Pero Antic ou un truc comme ça, mais finalement non. Pas de surnom sur Basketball Référence. Et du coup, son parcours, donc. Début de notre décennie, il a 24 ans déjà. Draft 2008, on rappelle. Donc 2011, c'est sa 3e année en NBA. Et donc il est à 28 minutes par match sur cette année 2011. Titulaire, 28 minutes par match, 13 points de moyenne. Et ça fait les playoffs contre Chicago au premier tour. Éliminé contre le grand Chicago de Derrick Rose, évidemment. 2012, il a 30 minutes par match, encore une fois titulaire. David West est arrivé, d'ailleurs. Et les playoffs, ça passe Orlando au premier tour et c'est éliminé contre Miami au deuxième tour. Mais c'est encore l'équipe avec Danny Granger, hein, donc on n'est pas encore sur la rivalité qui va arriver ensuite. Donc voilà, 2013, donc c'est l'année où on a cette série en 7 matchs contre Miami en finale de conférence, et lui est encore une fois titulaire et tout ce qui va avec. 2014, encore une fois finale de conférence contre Miami, mais c'est la saison très très bizarre où les Pacers commencent très très fort et finalement patatras, notamment à cause de problèmes de vestiaire. On rappelle, hein, Danny Granger qui était blessé de longue date se fait échanger, c'est déjà ça. Le soir de la trade deadline, ça arrange pas les choses dans le vestiaire, les gens voulaient qu'il reste. Il y a Evan Turner qui arrive du coup en retour, il y a des bagarres avec Lance Stephenson, les deux étaient free agent et sur le même poste avec les mêmes qualités. Il y a même, je sais pas si tu te souviens, Bynum était arrivé dans cette équipe, Bynum, et Roy Hibbert se sentait menacé par l'arrivée de Bynum qui avait pas joué depuis 1 an et demi. Ou au bowling ou au basket? Au basket. Non, mais pour te dire un peu l'état mental déjà de Roy Hibbert qui se sentait menacé au mois de février quand Bynum, qui n'avait pas donc joué depuis 1 an et demi, arrive à Indiana, il se sentait menacé. C'était pas de bonne augure et effectivement, c'est les fameux playoffs où il y a le premier tour contre Atlanta, donc le fameux série où Pero Antic, qui est le pivot backup d'Atlanta, qui est un poste 5 qui shoot et qui neutralise presque Roy Hibbert, qui fait des playoffs assez catastrophiques avec notamment des sorties à 0 points, 0 rebonds qui sont un peu restés dans les mémoires. Contre Atlanta au premier tour, contre Washington aussi au deuxième tour, il fait un match comme ça. Et finalement, ça va mieux contre Miami. Hein. Contre Miami, en finale de conférence, il est quand même à 35 minutes par match. Donc ça va un peu mieux comparé à Atlanta où il est à peine à 21 minutes par match. Et puis après, en fait, il y a une cassure mentale, on a l'impression, et on est presque à la fin de la décennie pour lui, quoi, parce que 2015, il joue, mais déjà, il joue plus autant qu'avant. Il est à peine à 25 minutes par match, plutôt qu'un temps de jeu de titulaire à plus de 30 minutes. Pourtant, il a que 28 ans. C'est l'année où Indiana ne fait pas les playoffs parce que Paul George est blessé. Et puis 2016, il signe avec les Lakers la dernière année de Kobe Bryant. Et 2017, il est à Charlotte pendant 42 matchs et puis 6 matchs à Denver après la trade deadline. Et en fait, c'est fini. C'est fini à ce moment-là. Attends, avant. Il a quel âge, Roy Hibbert, aujourd'hui? Alors, j'ai pas sa fiche sous les yeux, mais comme je te dis, en 2015, il avait 28 ans. Donc il doit avoir dans les 36, 7, 8, un truc comme ça aujourd'hui. 35, 36 ans. Ouais. Donc pas si vieux que ça, effectivement. Justement, pour t'en lancer là-dessus, il y a un problème avec Roy Hibbert qui est d'abord la longévité et deuxièmement aussi à quel point est-ce qu'on pondère ces très bonnes années aux Pacers. Oui, c'est vrai qu'il y a un mot, je pense, qui restera associé à Roy Hibbert, c'est celui de la verticalité, quoi. Et c'est à ce moment-là que s'instaure ce principe qui était dans les règles finalement depuis longtemps,
Oui. Et ça va être les années où ça va être beaucoup mis en emphase, qui est que en fait, si un défenseur vous rentre dedans, vous avez le droit de sauter. Et si vous sautez verticalement, avec les bras en hauteur, vous avez beau avoir les pieds décollés du sol, on sifflera pas faute contre vous, quoi. Oui, c'est pas parce qu'il y a du contact qu'il y a faute. Tant que tu sautes verticalement, il peut y avoir du C'est ça, contact, quoi. tant que tu fais rien, quoi. C'est le cylindre, quoi. Mm. Et voilà. Et Roy Hibbert, voilà, je crois que pour préparer le podcast, j'avais lu où il avait vu une séquence où c'était le Orlando de Dwight Howard et qui se dit, mais pourquoi on siffle pas faute là-dessus? On lui explique les règles. Apparemment, il se dit, waouh, mais je vais faire ça à chaque fois, quoi. Et du coup, c'est un peu ce qui est resté, ce protecteur d'arceau, mais qui défensivement, en dehors de protéger l'arceau et sur un périmètre très restreint, n'était pas capable de faire autre chose. Voilà, Roy Hibbert, c'est pas un joueur de 2,20 m, mais pas loin, mais 2,20 m vraiment très 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 ralenti, quoi. Une mobilité, je veux dire, quand même pas lambda pour un pivot NBA, vraiment une mobilité très très réduite, des mains pas vraiment très bonne, bon, pas affreuse, hein, au lancer franc, je pense que par rapport aux moyennes des pivots, on était à plus de 70%, donc c'était pas un manche non plus, mais pas de très bonne main, et après, on va dire, un centre de gravité très haut, et qu'il a jamais vraiment réussi, contrairement à des Gobert, etc., à pouvoir profiter, et bref, des capacités athlétiques, je veux dire, pas vraiment capable de sauter haut, une énergie qui, je pense, a fait qu'il a été la tête de turc de pas mal de monde à un certain moment. On se demande en fait si Roy Hibbert c'était pas le spécialiste défensif de la protection d'arceau et vraiment de rien d'autre. Ouais, mais tu vois, dans l'exercice d'aujourd'hui, on essaie d'avoir la valeur, notamment qu'il avait à l'époque. Il faut pas trop le punir avec nos standards d'aujourd'hui de spacing. Et je pense que même avec les standards de l'époque, alors c'est ça la question, ouais. Voilà. C'est là où je veux en venir, c'est que vraiment on avait quelqu'un qui était un peu monotâche. Même à l'époque, tu veux dire? Même à l'époque, oui. Je veux dire, on est à une époque, si je dis pas de bêtises, des Marc Gasol, des Joachim Noah et compagnie, ou du moins on n'est pas très éloigné de ces joueurs-là qui étaient un peu ses concurrents, ou de Dwight Howard, un peu ses concurrents au titre de défenseur de l'année, et qui étaient capables de faire, pour moi, bien plus de choses. Alors certes, il a été beaucoup attaqué au rebond. Bon, le rebond, on sait à quel point c'est une stat qui est vraiment à prendre avec beaucoup de pincettes. Surtout plus que c'était un joueur de mémoire qui faisait ses box-out, contrairement à d'autres. Mais bon, pour un joueur qui n'était pas censé s'éloigner beaucoup de la raquette, c'est un peu ce que je disais aussi en termes d'énergie et aussi de capacité athlétique, bondissant et tout. C'était pas du tout son profil, quoi. Il avait pas un moteur de fou, quoi. Et même en plus, il était du fait de son haut point de gravité, pour d'autres intérieurs plus petits mais plus robustes, c'était un peu facile de prendre la position aussi, quoi. Des moments, c'était question de morphotype, hein. Mais et du coup, il y a vraiment cette spécialité de quelque chose alors voilà, offensivement, je pense qu'offensivement, il était peut-être à des moments au-dessus de PJ Tucker, quoi. Du moins selon les standards de 2011, 2012, 2013, 2014, mais pas vraiment beaucoup plus. Je pense que je préférais Tyson Chandler à l'époque. C'est dire. En attaque ou en défense? Ou global, tu veux dire? En attaque. Ouais. Mais défensivement, il y a juste de la protection d'arceau. Et même là-dedans, c'était peut-être pas le meilleur non plus de la ligue. Et c'est ça qu'on a en tête de le voir assez haut parce que ces équipes d'Indiana, c'était la meilleure défense de l'époque, si je dis pas de bêtises, quoi. Du moins, il y a des années où ils doivent être numéro 1, et s'ils sont pas numéro 1, numéro 2, et vu que c'était un système qui était un peu construit autour de Roy Hibbert, qui, voilà, il y avait ce côté vraiment des extérieurs qui étaient George Hill ou Paul George, qui pouvaient vraiment orienter les porteurs de balles vers l'intérieur pour se confronter à Hibbert. Mais rétrospectivement, je me demande est-ce que c'était pas plus finalement l'équipe qui était construite pour maximiser un peu Roy Hibbert, et qu'en fait c'était vraiment ce truc de fin de chaîne, mais qu'en fait il était très bien alimenté par un effectif défensif vraiment d'excellente qualité.
plutôt que cette vision qu'on pourrait avoir aujourd'hui du protecteur d'arceau classique, Rudy Gobert, qui tient un système défensif à lui tout seul, quoi. Et ça se voit un peu dans son plus-minus, où pendant longtemps, sa doublette, ça a été Ian Mahinmi. Pivot souvent blessé, pas mauvais, mais pas très bon non plus. Et le différentiel par rapport à Mahinmi, il est pas énorme, quoi. Dans le plus-minus, tout du moins. Et si Roy Hibbert avait vraiment été ce mastodonte défensif dans une équipe entouré de très bons défenseurs qui pouvaient orienter ses joueurs vers lui, on aurait dû voir pour moi de meilleures statistiques à la dissuasion, à la protection d'arceau et à l'ensemble de la défense que ce qu'on a eu réellement, quoi. Après, c'est vrai que ça, c'est aussi ce que j'avais noté aussi, c'était quid du contexte autour et à quel point c'était aussi le fait que, comme tu as dit, en fait, c'était les Pacers dans leur ensemble qui étaient très bons, quoi. Donc, à quel point est-ce que lui, sa valeur individuelle était grande par rapport aussi à la valeur du contexte? C'était une de mes questions et je serais plutôt enclin à te rejoindre en disant le contexte des Pacers a effectivement pas mal aidé. Donc, si on doit extraire la valeur individuelle de Hibbert, elle est peut-être moins grande que ça se réduit pas à lui égal grosse défense d'Indiana, quoi. Après, c'est vrai que pour le défendre un peu, et je m'attendais pas du tout à faire ça, alors, oui, c'est pas du tout comme tu dis, un défenseur transcendant à la Gobert ou ce genre de cas. Je pense qu'on sera d'accord là-dessus. Après, c'est vrai que pour se remettre un peu dans le contexte de l'époque, et peut-être que je me trompe, hein, mais j'ai l'impression que c'était moins important le manque de mobilité, parce qu'il y a moins de spacing, etc., etc. Donc, c'était pas du tout la même NBA jusqu'en 2014. Hein. D'ailleurs, c'est en ça que la série contre Atlanta où Perantic il s'écarte, c'est en ça que c'est une révolution et que ça choque tout le monde, c'est que c'était pas ça avant, quoi, c'était pas ça d'habitude. Donc il y a ce côté où j'ai pas envie trop de le pénaliser dans le contexte de l'époque, de pas être mobile, parce que j'ai pas le souvenir que ça se voyait tant que ça, et pourtant je les ai beaucoup regardés, hein. J'adorais cette équipe, mais j'ai pas trop de souvenirs où il se faisait avoir sur Switch ou sur de mobilité, donc ça me dérange moins, et effectivement, tu vois, au niveau des net ratings ou quoi, ça se voit pas. Encore une fois, c'est pas un talent transcendant à la Gobert, on est d'accord là-dessus. Après, déjà, il est quand même plutôt pas mal, notamment sur le truc de Basketball Index, le LeBron défensif. Il est 10e en 2013 et 4e en 2014, ce qui est quand même pas mal, hein, ce qui est encore loin, encore une fois, des meilleures saisons, des meilleurs protecteurs de panier, mais c'est quand même pas mal. Et tu vois, moi, notamment, défensivement, je le trouvais plus impactant qu'un Tyson Chandler, je pense. Et surtout, il y a une différence aussi qu'on n'a jamais eu avec Tyson Chandler, c'était le côté, justement, il faisait que ça, que le contrôle de la raquette, mais il le faisait beaucoup mieux, je trouve, Roy Hibbert, que n'a pu le faire Tyson Chandler, quoi. Autant Chandler avait ce côté catch and finish en attaque et tout ce que tu veux qui était plus valuable, ça je suis d'accord. Autant tu regardes les chiffres d'accès au panier, de fréquence de tir au panier autorisé et surtout d'efficacité au panier. Alors, en termes de fréquence, il a 2 saisons excellentes, voire élites en 2013-2014. Et en termes de efficacité concédée au panier, sur ces on-off, on est clairement sur entre 2011-2014, donc 3, 4, 5 saisons dans le 90e centile. Et même après 2015-2017, on est encore dans le 80e centile, quoi. Donc mieux que 80% des joueurs NBA à son poste. Donc voilà, donc, je trouve que voilà, défensivement, il y a un peu ce truc où je pense que je le mettrais au-dessus de Tyson Chandler, qui, mine de rien, on en a parlé aussi dans l'épisode qu'on a consacré à lui, les équipes, elles changent pas trop avec ou sans lui, quoi, finalement. Et c'est vrai que le point sur lequel j'ai envie d'insister aussi, c'est, finalement, je savais qu'on allait parler beaucoup de la défense, et c'est normal, mais à quel point est-ce qu'il était valuable en attaque? Pas tant que ça, quoi, finalement, parce que c'était quelqu'un qui réclamait beaucoup la balle au poste bas, toute proportion gardée, mais qui avait besoin de la balle pour exister, qui n'était pas un finisseur vertical ou aérien, qui n'était pas un finisseur sans ballon, qui n'avait pas de jump shot. Donc finalement, j'ai presque plus envie de le pénaliser pour l'attaque que pour le côté mobilité ou la défense, quoi. Je pense que moi j'ai toujours en tête que c'est quelqu'un qui avait eu cette chance entre guillemets de rencontrer un Miami qui avait cette stratégie défensive pas du tout flexible d'être agressif et de doubler le porteur de balle. Ouais. Et qu'Indiana, sans être une bonne équipe à la passe, en fait attendait la prise à 2, avait des circuits de passe ouverts. Et Roy Hibbert, finalement, pouvait être le rôle de finisseur du décalage créé, notamment les shorts et pick and roll, où vous êtes pas loin de jouer un peu une sorte de jeu en triangle,
où vous avez le porteur de balle n'est pas obligé de trouver, vu qu'il est prêt à 2, n'est pas obligé de trouver directement Roy Hibbert qui vient de poser l'écran et va jouer le rôle, mais un joueur de l'autre côté du terrain, côté faible, qui lui-même va pouvoir trouver un Hibbert démarqué sous l'arceau. Et ça avait très bien marché lors des 2 séries contre Miami. Mais voilà, c'était une utilisation spécifique où n'importe quel joueur finalement aurait réussi derrière. Et bon, ok, bon joueur de lancer, mais est-ce qu'il allait tant que ça sur la ligne des lancers francs? C'est pas ce que j'ai en tête. Au poste, il avait un hookshot qui pouvait à des moments être une porte de sortie honorable, mais clairement pas efficace. Qui selon les standards même de l'époque était quand même resté inefficace. Donc non, pour moi oui, en attaque je préférais, comme tu dis, le rôle offensif de Tyson Chandler, et en défense c'est vrai que bon, j'ai fait un portrait un peu à charge, mais parce que je pense pas mal de gens ont en tête à un moment quelqu'un qui était évoqué pour le titre de défenseur de l'année. Je pense que même pour l'époque où le spacing et la capacité d'écarter les internes n'était pas si haute que ça, je pense qu'il était un petit ton en dessous. Mais quelqu'un en fait qui était pour moi crédible dans les hautes defensive teams, mais une crédibilité aussi qui doit beaucoup pour moi à un contexte avec des joueurs qui étaient tout à fait capables d'orienter leur attaquant vers Hibbert sans vraiment concéder trop de choses derrière, quoi. Oui, il était dans la discussion défenseur de l'année, mais parce que son équipe était compétente, donc il y avait ses points bonus comparé à peut-être d'autres qui étaient plus transcendants en défense, quoi. C'est ça, exactement. Effectivement. Mais oui, sur le scoring, de manière générale, on est sur quelqu'un d'inefficace et de moins efficace que la moyenne sur quasiment l'ensemble de sa carrière et de la décennie, du coup. Donc c'est vrai que moi, il y a des points de malus aussi là-dessus. Et du coup, pour le classement, je sens qu'il va pas être très haut chez toi. Non. Où est-ce qu'on le met alors? En dessous de Tyson Chandler, je crois. Je vais me poser la question, du coup, ouais. Je vais me poser la question. En dessous de Tyson Chandler, parce que tu vois, moi je te dis, je pense que je préfère l'impact qu'a eu Hibbert, mais en termes de valeur globale, tu pouvais faire plus de choses avec Chandler en attaque aussi. Oui, et Chandler a été mis dans des écosystèmes défensifs de moins bonne qualité que ceux d'Indiana aussi, je trouve. Il y a plusieurs, je veux dire, Tyson Chandler, on se rapproche un peu plus du moule Gobert où entre guillemets, il était capable de tenir la baraque face à des défenseurs avec à côté de lui des défenseurs qui pouvaient être un peu limités, ce qui n'était pas le cas de Hibbert, quoi. Donc, en plus, il y avait peut-être, je sais pas quel était le temps de jeu de Tyson Chandler sur la même période. Et voilà, pour Hibbert, on parle de quelqu'un qui n'a jamais, alors certes, il est à 29,8 minutes, mais qui n'a jamais dépassé trop la 30aine de minutes, quoi. Oui. Malgré une durabilité quand même, en termes de matchs joués par saison qui était plutôt haute. Donc, moi, je pense que je mettrais Hibbert derrière Tyson Chandler. Ouais, ça me choque pas. Je pense qu'on va faire ça. Est-ce qu'au-dessus de Redick quand même ou pas? Le groupe Redick, Lawson, Tucker du coup, parce que en parlant tous les deux, on avait Tucker au-dessus, mais finalement en parlant, je me rends compte qu'on va mettre Tucker en dessous de Roy Hibbert. Il me semble. Ou pas. Je pense que je mettrais Roy Hibbert au-dessus. Mais disons que c'est pour moi un peu la chance que Roy Hibbert ait été dans ces équipes d'Indiana, quoi. Assez contextuel finalement. Ouais. Ce qui est la chance qu'on est obligé de compter aujourd'hui, quoi. Ouais. On compte la chance, on compte la pas de chance, quoi. Non, tu vois, au-dessus, en dessous de Redick, je suis tenté de... Parce que Redick, mine de rien, avec sa création offensive indirecte, était quand même... C'est pour ça que je suis tenté de le mettre derrière Redick aussi. Ouais. Et Ty Lawson, est-ce qu'on va pousser jusqu'à Ty Lawson ou pas? Ty Lawson a aussi une demi-décennie. Les deux s'arrêtent à peu près en 2015, les deux d'ailleurs. Je pense que je vais quand même garder Ty Lawson au-dessus. Ouais, ça, je pense que le mettre au-dessus de, comme on disait, au-dessus de Tucker, Beverley et tout, ça me paraît peut-être la bonne place, ouais. Donc on met un groupe Ty Lawson au-dessus, et le groupe Hibbert Tucker vient se mettre là entre Ty Lawson et Harrison Barnes. Ouais. C'est un peu la facilité de mettre les deux ensemble. C'est pas faux. On est des lâches, mais bon, va falloir l'assumer. Ouais.
je sais pas, tu vois, si ça se trouve demain, je vais me réveiller, je vais me dire, bah non, j'ai envie de le monter de 5 places. On verra bien. Rapidement, donc, un petit quiz. Alors, celui-là, autant j'étais gentil pour la dernière fois. Là, je t'ai fait un kick à 15 000 minutes. Kick à 15 000 minutes, et on parle de la draft 2008. Est-ce que tu es capable de me citer des joueurs qui ont minimum 15 000 minutes en carrière de cette draft 2008, draft dont fait partie évidemment Roy Hibbert? 2008, c'est l'année de Derrick Rose. Exactement, donc je te le compte. Donc c'est aussi l'année de Michael Beasley, mais Michael Beasley n'a peut-être pas 15 000 minutes. Non, il est juste en dessous. En 3, c'était Mayo. Mayo, il y est, ouais. Ah, putain, Mayo, il y est. Il doit pas y aider beaucoup. Hein. Puis après, c'est Russell Westbrook. Il y est, ouais. En 5, c'est Kevin Love. Ouais, il y est. Et c'est là où ça va devenir difficile pour moi après. Ah, tiens, je peux te donner des indices. Alors d'ailleurs, on a quelqu'un qu'on va classer juste après d'ailleurs. Batum. Batum, effectivement. Ah putain, j'avais pas en tête qu'il était de 2008. On a des pivots. On a le pivot historique des Clippers. Putain, je sais pas pourquoi je vois la tête de Kaman, Chris Kaman. Non. Et ça peut pas être ça, mais je l'ai dans ma tête, je le vois là. Lob City. DeAndre Jordan. DeAndre Jordan. On a un autre pivot qui a commencé à New Jersey, qui aujourd'hui est aux Bucks. Brook Lopez. Brook Lopez, effectivement. On a quelqu'un qui est déjà dans le classement d'ailleurs de cette draft 2008, drafté juste à côté de Batum d'ailleurs, il me semble. Ibaka. Ibaka, effectivement. Oh bah il y a George Hill aussi. George Hill, effectivement, il y est, juste à côté, comme tu dis. Alors, on a aussi quelqu'un que tu as cité tout à l'heure, il me semble, un arrière, qui d'ailleurs faisait partie de ce Houston, qui est encore Houston d'ailleurs, encore aujourd'hui. Eric Gordon. Eric Gordon, ouais. Un meneur qui, je crois, a joué aux Pacers. Oui, je suis à peu près sûr, a joué aux Pacers avec Roy Hibbert en backup. Qui a commencé à Charlotte, ensuite à Indiana, qui là aujourd'hui est à Orlando. DJ Augustine. DJ Augustine, effectivement. Bah. On a un Italien. Gallinari. Gallinari, bah d'ailleurs tu m'as cité Brook Lopez, bah du coup. Robin Lopez, il y est. On a quelqu'un qui a fait une carrière d'arrière 3&D, mais qui a commencé en manquant un lay-up clutch en finale contre les Lakers avec Orlando. Courtney Lee, effectivement. On a le meneur tête de turc de LeBron James à Miami. Alors là, tu me poses une colle, là. Le meneur de LeBron à Miami. Chalmers, ouais. Ah, tête de turc, j'étais en tête. Ouais, d'accord, ok. Oui, Mario Chalmers. T'allais me dire Enes Kanter. Non, Chalmers, qui d'ailleurs bat Derrick Rose en finale NCAA cette année-là. Et puis, il nous reste... lui, il est partout. Hein, le ailier défensif camerounais, il est dans tous mes quiz, j'ai l'impression. Mba Mouté. Et on finit par le poste 4 shooter Orlando, Pelicans, Houston. Ryan Anderson, effectivement. Et des joueurs qui n'ont pas passé le cut. On avait du Jason Thompson, juste en dessous de 15 000 minutes. Putain, il a joué 15 000 minutes, Jason Thompson. Mais pardon, vas-y. Bah oui, non, Jason Thompson, parce que Sacramento, il a enchaîné les minutes. C'est vrai, c'est pas faux, ouais. Beasley, comme je te disais, juste en dessous. Et aussi Javal Magui, qui est presque à 15 000 minutes. Qui va sûrement les dépasser, non effectivement. Et d'ailleurs, draft très bonne qualité et très profond, mine de rien.